TF. J'ai 3 invités aujourd'hui. Thibaut Gandouli, vous êtes historien, bonjour. Bonjour. Père Paul de Cassagnac, vous êtes curé de la cathédrale Sainte-Cécile. Bonjour. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire que vous êtes archiprêtre. Mon 3e invité, c'est votre homonyme, Père Paul. Paul de Cassagnac, sous-titré L'enfant terrible du bonapartisme. Et ça, c'est vous qui l'avez écrit, Thibaut Gandouli ? Oui, j'ai passé 3 ans, un peu plus de 3 ans à faire des recherches Et vous avez donc publié. Et voilà, je l'ai publié donc chez Via Romana. Voilà, une biographie de ce personnage haut en couleur, on va le voir. Quel est votre degré de parenté avec ce Paul de Cassagnac, Père Paul ? C'est mon arrière-arrière-grand-oncle. Arrière-arrière-grand-oncle, vous êtes né, voilà. J'ai calculé, avec 120 ans d'écart. C'est possible. En fait, le fils de ce Paul de Cassagnac s'appelait également Paul et il était mon parrain. Voilà, il est mort en 1966, je suis né en 1963 et c'est la raison pour laquelle je porte ce prénom qui est un prénom de famille. Voilà. Par contre, vous ne portez pas la main droite coincée dans votre redingote, comme sur le portrait du Paul de Cassagnac écrit par Thibaut Gandouli. Ni la moustache. Ni la moustache. En revanche, il était grand et brun. On pourrait trouver quelques traits de ressemblance. Je profite d'avoir affaire à un historien, parce que cette main, évidemment très bonapartiste, Napoléon Ier en particulier, cette main coincée dans la redingote ou dans le gilet, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire ? Rien de particulier, on la retrouve au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, cette pose. C'est pour pas laisser pendre les 2 bras, on n'avait pas forcément une poche dans la veste ou le pantalon. Donc ça n'a pas de signification particulière. C'est pour ne pas avoir les bras ballants. Voilà. C'est une façon de se tenir. Alors, Paul de Cassagnac, je donne ses dates. Il est né en 1842, il est mort en 1904. Qu'est-ce que ça voulait dire, Thibaut Gandouli, d'être bonapartiste dans la seconde moitié du 19e siècle ? Alors, c'était un attachement à la dynastie Bonaparte et aux empires, aux institutions impériales. Lui, Paul de Cassagnac, il se définissait pas comme bonapartiste, il a rejeté ce terme pour sa part, il se définissait impérialiste. Il faisait une différence, pour lui bonapartiste, c'était être partisan des Bonaparte, avoir un attachement sentimental à l'égard de cette famille, mais qui n'avait rien de politique, alors qu'être impérialiste, c'était être partisan d'une façon de gouverner, des institutions de l'Empire et des principes associés. Il a été en particulier député du Gers, journaliste politique, écrivain, polémiste. Comment est-ce que vous avez découvert ce personnage et pourquoi il vous a intéressé ? Alors, je me suis d'abord intéressé à Napoléon III, personnage qui me passionne. Et puis, j'ai élargi, je me suis intéressé au bonapartisme de façon générale, notamment après 1870. J'ai lu des brochures d'époque. J'ai lu une biographie du prince Victor Napoléon, qui devient chef de la maison impériale pour simplifier, bon c'est un peu plus complexe mais pour simplifier, à partir de 1879. Et là il était beaucoup question de Cassagnac qui a agi auprès du prince Victor au début des années 1880. J'ai commandé alors une brochure de propagande de Paul de Cassagnac datée de 1876 qui consistait en une compilation d'articles à publier dans Le Pays, son journal. Et qui était le journal de son père. Oui, qu'il a repris il y était depuis 1866, mais il est devenu véritablement rédacteur en chef après la guerre de 1870. À Paris. Et donc, ces articles m'ont beaucoup plu. Ils ont très bien écrit, dans un style très coloré, en même temps très clair, très incisif. Je trouvais que le personnage était extraordinaire à partir de ce que j'avais vu dans les biographies que j'avais lues. Et donc, comme il n'existait pas de biographie de ce personnage, j'ai décidé de l'écrire.
Et vous avez cherché des archives auprès de la famille ou des familles descendantes. Oui, des archives auprès de la famille de Cassagnac. Aussi des archives à Paris, les archives de la police, étaient très suivies par les mouchards de la préfecture de police sous la Troisième République. 5 gros cartons, j'ai pas vu plus pour un autre personnage de la période. Des archives. Est-ce parce qu'il était spécialiste de la bagarre en duel? Non, pour son rôle politique. Ouais, C'était un il était personnage fiché. politique de premier plan, même s'il est oublié aujourd'hui. De premier plan dans le parti bonapartiste à partir des années 1880. Et puis, bon, il s'est rapproché des royalistes. Alors, Père Paul de Cassagnac, qu'est-ce que ça a provoqué en vous, ce désir de Thibaut, donc de faire mémoire de votre arrière-grand-oncle? Qu'est-ce que vous en saviez déjà? Bien sûr, on en parle dans la famille. Je peux dire que j'ai un peu baigné dans ce souvenir de ses ancêtres, qui ont fait quand même la part belle à l'ascension sociale, politique de la famille au XIXe siècle. Donc forcément, mon père, mon grand-père m'en ont parlé, et en particulier de ce Paul-là, qui était un personnage haut en couleur, comme vient de le dire Thibaut. Voilà. Ce que j'en retenais, c'était quelqu'un qui avait eu un rôle après Napoléon III pour essayer de pérenniser des idées conservatrices. C'était un peu un des chefs des partis conservateurs en France. Nous en avions aussi le souvenir de quelqu'un qui était qui avait aussi, je dirais, comment dire ça, enfin qui était un bon vivant. Voilà, à la fois il alliait l'intelligence, le courage politique, et puis un art de vivre gascon. Il était d'origine gersoise, avec tout ce qui va avec, le personnage haut en couleur qui est très bien décrit dans le livre. Voilà, alors évidemment, mon père et moi-même, nous avons été très, très heureux de cette aventure portée par Thibaut Gandouli, d'écrire cette biographie. Effectivement, rien n'avait été écrit sur ce personnage qui, quand même, a été un personnage de premier plan à la fin du XIXe siècle pour la famille politique de droite, alors en France. Alors, on va voir qu'il avait de qui tenir. Avant lui, son père avait déjà été député homme politique. On s'arrête quelques instants avec un air d'Offenbach, parce que c'est probablement la musique que ce Paul de Cassagnac écoutait à son époque. Sur RCF Pays Tarnais, je reçois Thibaut Gandouli, historien, et le père Paul de Cassagnac, curé de la cathédrale Sainte-Cécile, et également descendant d'un autre Paul de Cassagnac, dont vous avez, je le rappelle, Thibaut Gandouli, écrit la biographie, Paul de Cassagnac, l'enfant terrible du bonapartiste. On a un petit peu situé le personnage, donc personnage politique très en vue à Paris à son époque. Je rappelle ces dates, 1842-1904. On revient un tout petit peu en arrière parce que avant Paul de Cassagnac, son père était déjà donc un homme politique, Thibaut ? Oui, il a commencé une carrière journalistique et puis il est rentré en politique après la Révolution de 1848. Il a été un soutien de la première heure du prince Louis-Napoléon.
qu'il a soutenu dans le journal local gersois. Le prince Louis-Napoléon l'a invité à venir à Paris. Il a eu une entrevue avec lui et Granier de Cassagnac, donc le père, a été tout à fait charmé. Et il restera un proche de Louis-Napoléon. Après le coup d'État, il écrira dans ses souvenirs qu'il aura toujours la porte de Napoléon III ouverte quand il en avait besoin. Il aura été il a été mis dans la confidence du coup d'État donc avant sa réalisation, même s'il n'a pas été informé de la date. Et il a été chargé par Napoléon III d'écrire un récit de ce coup d'État. Voilà, donc des gens très proches du pouvoir dans vos ancêtres, Père Paul de Cassagnac. Il y a un lieu dans le Gers qui est particulièrement donc porteur de ses racines familiales, même s'il n'est plus dans la famille aujourd'hui. C'est le château de Couloumé. Oui. Donc c'est un lieu où a vécu à la fois le père de Paul de Cassagnac et lui-même, et que vous avez connu. Oui, ce château donc a été acheté, je crois, dans les années 1840 par Bernard Adolphe de Cassagnac, dont le père de Paul, et qui est resté dans la famille jusqu'à la mort donc du fils de ce Paul, autre Paul, mon parrain, en 1966. Et effectivement, j'ai passé un été, l'été 66, donc j'avais 3 ans. Je n'ai pas vraiment des souvenirs précis, mais quelques flashs de ce grand-oncle parrain et de son épouse. Voilà, donc j'ai quelques flashs, mais c'est vrai que nous y revenions régulièrement avec mes parents par la suite, un peu comme en pèlerinage. On allait à la tombe de l'oncle Paul à côté, et puis on faisait toujours un détour par le château du Couloumé. Voilà, c'est effectivement un souvenir d'enfance. Dans votre livre, Thibaut Gandouli, dans votre biographie de Paul de Cassagnac, vous écrivez que les Cassagnac ont été patrons du département. Ils ont été, le père comme le fils, député, chacun 20 ans. Oui, le père a été élu député pour la première fois en 1852. Il est resté député jusqu'à la chute de l'Empire, a été réélu en 1876 jusqu'à sa mort en 1880, et son fils donc a été député de 1876 à 1902 avec une interruption 4 ans de 1893 à 1898. Alors il patronnait Il y a son frère aussi qui a été député. Quelques mois ou quelques années à peine. Oui, une année. Quand Bernard Adolphe Granier de Cassagnac, le père de Paul, est décédé, Georges Granier de Cassagnac, frère de Paul, a repris l'arrondissement, s'est présenté donc à l'élection partielle, et il s'est plus représenté par la suite. C'est Paul de Cassagnac qui a repris cet arrondissement. Voilà. Mais alors, par ailleurs, pas une plaque, ni une rue, ni une place, rien n'en fait mémoire. Il y a une rue quand même à Plaisance-du-Gers, qui est donc la ville à côté de Couloumé-Mont-Débat, dont on vient de parler, à 5-6 km de là. Il y a une rue à Plaisance-du-Gers qui porte le nom rue Granier de Cassagnac. En fait, cette rue croise un canal, qui est le canal Cassagnac, qui a été construit par Bernard Adolphe Granier de Cassagnac pour irriguer toute une région rurale, la région rurale de Plaisance. On revient à Paris, où donc Paul de Cassagnac connaît toutes les secousses politiques de l'époque. Donc c'est un journaliste politique d'envergure. C'est lui il était farouchement contre la République, et c'est à lui qu'on doit ce surnom, la République, cette gueuse. Thibaut Gandouli. Oui, dans un article de 1883. Donc il termine cet article en écrivant Sainte République, brave gueuse, va, je t'aime. Alors le terme de gueuse va revenir plusieurs fois dans ses écrits, surtout à partir des années 1890. Aujourd'hui, c'est totalement oublié. Mais quand Paul de Cassagnac est mort en 1904, il y a certains journalistes qui ont rappelé que c'était lui qui était à l'origine de ce surnom. Et pourquoi est-ce qu'il en avait tellement horreur de cette République ? Alors, déjà, il y a la fidélité à l'égard de la famille impériale. Il était très attaché au prince impérial, le fils de Napoléon III.
Ensuite, alors faut se remettre dans le contexte de l'époque. La République, la première République, elle était marquée par la terreur, l'instabilité. La Seconde République, elle a pas eu le temps de faire son œuvre vu qu'elle a duré qu'à peine 3 ans. Et donc la Troisième République, comme disait Thiers, elle finira dans l'imbécilité ou dans le sang. Donc, il avait peur d'une dégringolade en quelque sorte, que la République s'engage sur une pente glissante, que les modérés ouvrent la porte aux radicaux, que les radicaux ouvrent la porte aux révolutionnaires qui s'empareraient du pouvoir. Clin d'œil au père Paul de Cassagnac. Votre ancêtre, père Paul, écrivait « Je suis en politique, catholique d'abord, monarchiste ensuite, impérialiste après ». Voilà, donc un attachement à l'Église. Oui, je crois que c'était sincère et c'était aussi de famille. Le père était très très croyant. On dit que le prêtre qui lui a donné le sacrement des malades, en sortant de la chambre, il aurait dit « Je viens de donner l'extrême-onction, comme on disait à l'époque, à un grand croyant ». Voilà. Et après, vous savez, c'est difficile de jauger. On n'a pas des thermomètres qui prennent la température de la foi des gens. Hein. Mais en tout cas, ce que vous dites, Thibaut, ce que vous écrivez, montre que c'est un homme qui est resté fidèle à ses convictions, politique, mais aussi religieuse. Voilà, c'était un homme... Voilà, après, c'était peut-être pas un modèle de vertu au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui, parce qu'il avait quand même une vie privée un petit peu agitée. Mais je crois que sur le fond, oui, c'était un homme de conviction, un homme de fidélité, un homme droit, et très attaché à des idéaux nobles, élevé, et la foi faisait partie de ces principes auxquels il tenait et qu'il défendait. Voilà, sa devise, c'était « pour Dieu et pour la France ». On revient au duel. Hein. Alors, vous nous avez dit, Thibaut, que c'était pas pour cela qu'il était fiché à la police, mais parce que c'était un homme politique influent. Il s'est battu 25 fois. Oui, une bonne vingtaine de duels, oui. Tous gagnés. Voilà, oui. dit le père Paul fièrement. Et le père aussi, et le fils aussi. Donc c'est 3 générations de duellistes qui n'ont jamais perdu un seul duel. Fierté. Écoutez, je ne sais pas si c'est la fierté, mais voilà c'est un constat. Voilà ce qu'il dit votre aïeul du duel. La vieille arme traditionnelle, l'arme illustrée par notre race, l'arme française par excellence, l'épée, est le meilleur moyen d'abréger les distances et d'arriver jusqu'à la poitrine d'un homme quand on en a sérieusement envie. Au pistolet, on se tue, on s'estropie ou on se manque. Ce duel est odieux et ridicule. À l'épée, les traditions, les usages permettent de s'en donner tant qu'on en veut. Voilà qui est chevaleresque, ma foi. Oui, il a eu de nombreux duels, avec Henri Rochefort notamment. Henri Rochefort qui avait écrit un article jugé odieux par Cassagnac envers la mémoire de Marie-Antoinette, et il lui a répondu dans un journal: vous promenez sur... alors c'est pas les mots exacts. Vous promenez sur cette statue comme un escargot... baveux. Quelque chose comme ça, avec ça. Et donc il a affronté au début de l'année 1867. Alors là, c'était au pistolet, et la balle de Cassagnac a rebondi sur une médaille cousue sous la ceinture de Rochefort. Et c'était une médaille qui avait été cousue à l'insu de Rochefort, qui représentait la Vierge. Oui, c'est ça, une médaille de la Sainte Vierge. On s'arrête quelques instants pour une nouvelle pause musicale. Alors là, un petit clin d'œil encore à vous, Père Paul de Cassagnac, puisqu'on revient à Albi avec non pas que César Franck était albigeois, mais là il est joué à l'orgue de Sainte-Cécile par Marie Pratt-Molinier, et donc c'est le prélude de César Franck dans la pièce Prélude, fugue et variation.
on vient de parler de la passion que vouait Paul de Cassagnac, né en 1842, pour Marie-Antoinette. Je rappelle que pour parler de cette biographie, je reçois le père Paul de Cassagnac, curé de Sainte-Cécile, et puis Thibaut Gandouly, c'est vous qui avez écrit cette biographie, vous êtes historien. En fait, Paul de Cassagnac, il avait des amours mythiques. Il avait de vrais amours, mais il avait des amours mythiques, un peu comme ça, passionnels, irréels. Des amours mystiques. Mystiques, oui, ou mystiques, oui. Pardon. Oui, c'est une interview qu'il donne, je crois dans les années 80, donc sur sa jeunesse. Ça fait partie de son caractère chevaleresque. Il idéalisait certains personnages, dont Marie-Antoinette. Alors, on ne sait pas trop les autres personnages qu'il idéalisait. C'est déjà pas mal, Marie-Antoinette. Mais par ailleurs, vous dites qu'il faisait tourner les têtes, hein, et donc il a eu un certain nombre de femmes et d'enfants. Oui, il a eu beaucoup de maîtresses. Alors, on lui a prêté une relation avec la reine Isabelle II d'Espagne, qui était de passage en France. On a dit qu'il aurait eu une fille avec elle, ce qui n'est pas exact au vu de la chronologie. Non. Et dans l'histoire familiale non plus, Père Paul. Non, on en a parlé effectivement, mais je ne pense pas que ça tienne. Par contre, elle a été reçue à plusieurs reprises au château du Coulommiers, et c'est probable qu'il y ait eu une idylle entre les deux, ça c'est probable, mais je ne pense pas que ce soit allé plus loin. Et donc avec d'autres personnes, dont par exemple la fille Castiglione aussi. Oui, la Castiglione, oui. Qui est passionné. Donc pour Castiglione, c'était le plus bel amour de sa vie. Hein. Et avec la fille du chef du parti bonapartiste des années 1870, Rouher, avec lequel il avait de forts désaccords, ce qui ne faisait qu'envenimer les relations avec donc ce bonapartiste, et puis d'autres personnes, même après son mariage, la fille d'un marchand de vin dont on ne connaît pas l'identité. Il s'est marié avec Julia Accard, son épouse, en 1879 ou 18. Voilà. Et il a eu Paul et Guy, et donc Paul étant le parrain du père Paul de Cassagnac. Et puis avant ça, il avait eu Jeanne. Il a eu 3 enfants. C'est ça. Oui. Voilà. Et ces enfants, Paul et Guy, ont continué dans la même veine. Au début des... Ça, peut-être le père Paul peut en parler ou Alors, le cadet Guy est mort au tout début de la guerre de 14. Il est mort au mois d'août 14. Paraît-il que c'était quelqu'un de très brillant intellectuellement. Il aurait tout à fait pu prendre le flambeau de son père. Et l'aîné Paul, lui, a repris... donc, ils avaient repris, les 2 frères, avant 14, le journal L'Autorité qui avait été fondé par leur père. Et puis, après la guerre de 14, on a senti qu'une page était vraiment tournée. Donc, ils n'ont pas repris le journal, à ma connaissance. Il y a eu une tentative de le ressusciter en 1928 de la part de Paul de Cassagnac, donc le fils. Mais ça n'a pas tenu. Hein. Ça a tenu une année. Puis il a abandonné. Qui était lui aussi député du Gers, sous la chambre Bleu Horizon, de 20 à 24. Père Paul de Cassagnac, comment est-ce que vous vous sentez, peut-être plus riche intérieurement, de ces éclairages en fait sur votre famille et vos ancêtres? C'est clair que ce livre, moi, m'a appris beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a c'est un livre fort bien écrit, avec une plume alerte. Je confirme. Et puis qui fourmille de détails. Vous avez fait vraiment un travail de recherche étonnant. Merci. Et c'est vrai que j'ai appris, bien sûr, des choses sur cet ancêtre. Oui, écoutez, je ne sais pas que vous dire. Vous savez, on a tous nos attaches familiales. On ne descend pas de rien. Comment ça éclaire votre vie, peut-être aussi? Oui, ça m'aide à mieux comprendre, bien sûr, l'éducation que j'ai pu recevoir, notamment, alors je parle plutôt là de mon grand-père, de mon arrière-grand-mère, que j'ai connu aussi, du Gers. Oui, je cerne un petit peu mieux ce substrat de transmission autour pas seulement d'une éducation, mais aussi de valeurs, bien sûr, oui, mais vous savez, c'est pas propre à moi, c'est toute personne
on est le fruit d'une éducation, on est le fruit d'une histoire, et forcément, il y a des valeurs qui sont porteuses de cette histoire et qu'on se transmet de génération en génération. Voilà, mais Alors le côté chevaleresque, le côté l'amour de la France, bien sûr l'importance de la foi religieuse, ça c'est très clair. Hein. Voilà, ça fait partie de ces valeurs qui m'ont été transmises. Et que j'essaie de retransmettre d'une autre manière qu'en faisant des enfants, là, pour le coup. Des multitudes d'enfants spirituels. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, Thibaut Gandouli, Père Paul de Cassagnac. Je rappelle le titre de la biographie que vous venez de publier, Thibaut Gandouli. Donc, c'est Paul de Cassagnac, l'enfant terrible du bonapartisme. C'est édité chez Via Romana et bien sûr en vente, en particulier à la librairie Siloé d'Albi. Merci beaucoup.